Aurélie Blonde. Et comme chaque jour dans Paris est à vous, une personnalité vient nous parler de son actualité, de sa vision de Paris. Aujourd'hui, nous sommes avec Gérard Lhéritier. Bonjour. Bonjour. Président du Musée des Lettres et Manuscrits et aussi de l'Institut du même nom qui a été inauguré en avril dernier, qui ouvrira ses portes au grand public d'ici quelques mois. Nouveau lieu, très beau lieu, Gérard Lhéritier, puisque vous vous êtes installé dans l'ancien hôtel de la Salle. Tout à fait, l'hôtel de la Salle que nous avons acquis l'année dernière, en juillet 2012. Et c'est un lieu de 1800 mètres carrés le bâtiment a été construit en 1639 sous Louis XIII et nous avons eu cette grande chance de pouvoir acquérir cette demeure magnifique. Et c'est là que vous allez abriter tous vos trésors. Une partie des trésors, c'est-à-dire que le musée actuel reste là, mais il va y avoir des grandes expositions qui vont se dérouler à partir dans quelques mois. Voilà. Alors le premier partenaire de cet institut, c'est la société Aristophil, société que vous avez fondée en 1990 et donc qui va mettre à disposition une partie des œuvres. Tout à fait. Des lettres, des manuscrits. Voilà, le musée s'agrandit en fait, c'est-à-dire que là, sur 400 mètres carrés, nous allons pouvoir proposer des très grandes expositions et surtout la saga de l'écrit, c'est-à-dire 5000 ans d'écriture des tablettes sumériennes jusqu'aux tablettes iPad tactiles aujourd'hui. Une grande épopée. Alors ces lettres, ces manuscrits, ça va du testament politique de Louis XVI à des manuscrits de chansons, chansons de Prévert, c'est très très large. Ah, c'est très large. Nous avons pratiquement tous les personnages célèbres dans tous les domaines au musée des lettres et manuscrits. On commence par Charlemagne en août 825 et puis nous arrivons jusqu'au 21e siècle, et que ce soit les musiciens, les scientifiques, les arts, les peintres, Van Gogh, la littérature et l'histoire, eh bien tout le monde pratiquement est là. À voir. Voilà. Des documents donc toujours très rares. Nouvelle acquisition très récemment, un document très rare qui date de la Révolution française et que vous avez trouvé à Los Angeles. Tout à fait, dans une toute petite vente à Los Angeles, il y avait un manuscrit qui était repéré par notre directrice des achats et on a réussi à l'acheter et c'était une ébauche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, pas celle de 1789, écrit et corrigé par Gilbert Rome, le fameux révolutionnaire et montagnard de l'époque. Alors vous dites, on a réussi à l'acheter, ça coûte très cher, j'imagine. Ces documents, ça peut être de quel ordre? Plusieurs millions d'euros parfois? Ah oui, vous avez des documents nous venons d'éditer l'ordre des manuscrits et vous avez dans l'ordre des manuscrits les 100 manuscrits les plus rares, les plus chers du monde. Et le premier manuscrit, c'est le Codex Einstein acheté par Bill Gates à l'époque. Et donc c'est quelque chose qui est estimé aujourd'hui à 70-80 millions d'euros. Alors il n'y a pas que les tableaux de peinture, il y a aussi des grands manuscrits qui valent très cher, ainsi que les livres d'heures ou les incunables. Voilà. Alors l'une des acquisitions aussi, on en avait pas mal parlé il y a quelque temps, c'était les messages du général de Gaulle. Expliquez-nous ça, racontez-nous ça, dans quelles conditions vous aviez... Ça c'est une très belle acquisition. Eh bien, sur un coup de fil, un monsieur m'appelle en disant j'ai 313 messages du général de Gaulle quand il était à Londres. Sur le coup, je ne l'ai pas cru. Des messages du général de Gaulle à Londres, autant ça n'existe pas. Et en fait, je l'ai reçu et sa maman, Marie-Thérèse de Sénier, était la première secrétaire du général de Gaulle en juillet 1940, donc très, très vite. Et elle a suivi le général de Gaulle tout le temps, même à Alger. Et à la fin, elle fait les tiroirs. Le général est rentré en France, donc elle regarde si on n'a rien oublié. Et elle trouve une chemise, et c'est une chemise qui renfermait ces 313 messages qui avaient été oubliés. Elle les ramène, elle rentre en France, et elle prévient le général. Et le général de Gaulle lui dira, écoutez, avec tout ce que vous avez fait pour moi, je vous en fais cadeau, gardez-les, ils seront en bonne main. Et donc Marie-Thérèse de Sénier, toute sa vie, va garder religieusement les messages que le général de Gaulle lui avait offerts. Et c'est son fils,
qui, après le décès de sa maman, a pris contact avec nous en disant regardez, est-ce que ça vous intéresse? Pensez bien que... J'imagine que ça vous intéressait. Alors, cette société Aristophil dont je parlais, la spécificité, c'est que vous ne vous adressez pas à des collectionneurs, mais plutôt à des investisseurs intéressés par la culture. Absolument. On a affaire on a aujourd'hui Aristophil 18 000 investisseurs intéressés aussi par le papier, par la culture. Et donc Aristophil s'adresse effectivement à ces investisseurs. Que vous avez des investisseurs dans les tableaux, dans les sculptures. Là, c'est des investisseurs en lettres et manuscrits qui nous aident beaucoup à acquérir des grandes collections, à rapatrier des grandes collections françaises qui sont à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que Aristophil est né il y a 23 ans. 18 000 adhérents, vous disiez? 18 000 adhérents. Qui sont ces gens? Qui sont ces investisseurs? Le profil, c'est quoi? Eh bien, nos investisseurs, je dirais, c'est monsieur et madame tout le monde. Il y a un ticket d'entrée pour... Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Non, ce sont des gens, vous avez des professions libérales, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des retraités, je vous dis, des salariés. C'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent, à partir je crois que le ticket d'entrée, comme vous dites, si vous voulez acheter une collection, une petite collection ou acheter une part... c'est une part, c'est en indivision? C'est en indivision. Les grandes collections, on les met en indivision, on passe devant notaire, et puis les parts sont vendues, et ça nous permet justement d'acheter des collections qui valent plusieurs millions d'euros et de rapatrier, comme on l'a fait des États-Unis, des grandes collections. Et ça permet de posséder un petit morceau de patrimoine? Eh bien, vous possédez un morceau de patrimoine important de la culture française, parce que le papier aujourd'hui, enfin l'écriture, le patrimoine de l'écrit est en voie de disparition, puisque aujourd'hui vous passez vos textos, vous passez vos SMS et mails, mais vous n'écrivez plus, les gens n'écrivent plus, et donc contrairement à la peinture, où on continue à peindre, l'art contemporain est là pour le prouver, l'écriture c'est fini. Donc il faut bien sauvegarder tout ce que nous avons en écriture. Alors l'AMF a mis en garde il y a quelques mois contre ces placements atypiques. Certains disent que c'est très risqué. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces critiques? Ah, mais l'AMF a bien raison de mettre en garde contre les placements atypiques, parce qu'effectivement vous avez des vins, c'est très bon le vin, vous avez les forêts tropicales, vous avez des tas de choses comme ça. Et l'AMF fait son travail en disant attention à ce qui pourrait vous arriver. Nous, on avait pris les devants en 2007 et nous avions envoyé nos conventions d'indivision à l'AMF qui les avait vérifiées et qui avait dit que ce n'était pas un produit financier. Et voilà. Donc que l'AMF envoie des avertissements, elle a bien raison. Ce marché, c'est un marché qui prend de l'ampleur malgré, on est dans l'ère du numérique et pourtant ça progresse. Alors, c'était un marché, je dirais, un peu oublié. C'est-à-dire que vous aviez surtout le marché du livre. Oui, bien sûr. Vous avez les salons du livre de Paris, un peu de partout. Mais la lettre et le manuscrit, c'était surtout un marché avec les libraires, avec les marchands d'autographes, etc. Et Aristophil a voulu faire sortir un peu de l'ombre le fabuleux marché des lettres et manuscrits. Et donc, c'est là que les commissaires priseurs ont suivi, parce qu'il y a 10 fois plus de ventes aux enchères de lettres et manuscrits qu'il y a 10 ans. Donc c'est un vrai marché qui est en pleine vigueur. Gérard L'Héritier, comment elle est née cette passion? Comment on tombe complètement passionné, amoureux des lettres et manuscrits? Alors c'était le pur des hasards. C'est grâce à mon fils qui faisait une collection de timbres. Il avait 12 ans et il m'a demandé un jour que je venais à Paris d'acheter le premier timbre de France. Je suis allé chez un marchand à rue Drouot et j'ai vu dans une vitrine deux petites lettres. Une était marquée par ballon monté, l'autre par boule de moulin. Alors bien sûr, je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'un ballon monté, une boule de moulin, et j'ai posé la question. Et j'ai découvert le siège de Paris, avec les 3 mois du siège de Paris, les lettres qui s'envolaient par les montgolfières, avec Gambetta par exemple, et puis les lettres qui revenaient via la poste de Moulins, les boules qu'on jetait dans la Seine avec 500 lettres, etc. Donc j'ai découvert la richesse de la communication du siège de Paris. Et dans Paris assiégé de septembre 1870 à février 1871, vous aviez quel personnage? Vous aviez Victor Hugo, Édouard Manet,
Georges Bizet, des personnages célèbres, et leurs lettres qu'ils envoyaient par ballon monté sont passées par mes mains. Et à partir de là, la passion a démarré et s'est mise en marche et ne s'est jamais arrêtée. Quelles sont les acquisitions dont vous êtes le plus fier ? Alors, il y en a quelques-unes, mais l'acquisition dont je suis le plus fier, c'est surtout j'ai eu la chance de pouvoir acquérir le manuscrit d'Einstein sur la relativité générale, la genèse de la relativité générale, donc un manuscrit de 1913. Einstein a déjà trouvé la relativité restreinte, le E égale mc2, et il va sur la relativité générale qui est plus importante. Et j'ai pu donc acquérir aux États-Unis, à New York, il y a 12 ans, ce manuscrit extraordinaire. Ça a été une grande satisfaction, mais on a eu aussi des choses, par exemple l'alchimiste. Qu'est-ce que c'est que l'alchimiste? C'est Alexandre Dumas qui fait un manuscrit extraordinaire pour le tsar Nicolas Ier, avec des peintres de l'époque qui vont faire des enluminures, etc. C'est une pièce extraordinaire. Donc, je pourrais vous en citer comme ça. Et j'imagine, à l'inverse aussi, des documents que vous cherchez encore, hein, et que vous aimeriez avoir. Tout à fait. Alors, il y a le Graal, si vous voulez, c'est 3 documents. Donc, c'est une lettre de Léonard de Vinci. Donc, alors je m'adresse à ceux qui pourraient posséder des lettres. Enfin, une lettre de Léonard de Vinci. Une lettre de Ronsard, c'est complètement inconnu. On ne trouve plus de lettre de Ronsard. Et puis, je sais qu'il existe une lettre de Jeanne d'Arc qui est encore en main privée. Donc, j'aimerais bien la voir pour le musée des lettres et manuscrits. Alors, au musée des lettres et manuscrits, en ce moment, une exposition consacrée à Landru. On en dit quand même quelques mots. Ce sont les pièces du dossier donc qu'on va découvrir, c'est ça? C'est les pièces du dossier, oui. C'est toute l'enquête policière et faite par le juge d'instruction de l'époque. Et donc, c'est une enquête extraordinaire. On est en pleine guerre. Donc, Landru va assassiner ces pauvres femmes pendant la guerre. Et c'est sûr qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Et donc vous suivez toute l'enquête jusqu'au procès. Et c'est vraiment assez spécial. 32 000 visiteurs par an au musée des lettres et manuscrits. Qui sont les gens qui viennent dans ce musée? Ce sont des touristes étrangers? Ah non, je ne pense pas pour l'instant les touristes. Il y en a quelques-uns quand même, mais c'est surtout les Français, les Parisiens, les provinciaux. Les écoles? Les écoles aussi. Surtout les écoles. Ça a été mon plus grand bonheur de voir des professeurs venir un peu en repère déjà, et puis revenir avec les enfants de tout âge, les scolaires, etc., qui viennent voir comment écrivait Victor Hugo, comment écrivait Napoléon. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est le premier musée en France de lettres et manuscrits qui aura ses 10 ans l'année prochaine. Et vous êtes installé également à Bruxelles. Et aussi, Galerie du Roi et de la Reine à Bruxelles, on a fait un copier-coller pratiquement pour nos amis belges, avec quelques particularités, avec Hergé, avec Jacques Brel, etc. Mais c'est un grand musée aussi à Bruxelles. D'autres ambitions à l'étranger ou vous arrêterez là, Paris, Bruxelles? Alors on a des appels du pied de nos amis autrichiens à Vienne, puisque nous avons beaucoup de manuscrits de Beethoven, de Mozart, enfin des écrits, et donc peut-être que le prochain sera installé à Vienne. Allez Gérard Léritier, on va passer à notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Quel est votre quartier préféré à Paris, Gérard Léritier? Le boulevard Saint-Germain, le 7e. Parce que vous y êtes installé, oui. le musée des lettres et manuscrits. Oui. Au-delà du musée, les lieux culturels qui vous sont chers à Paris, que vous appréciez particulièrement? Les lieux culturels, bon, il y a 2 musées, c'est le musée d'Orsay et le Louvre, bien sûr. Je pense que on ne se lasse pas de ces 2 musées, et je crois que voilà, c'est pour moi les deux musées préférés. Votre monument? Le monument que vous aimez à Paris? L'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qui fait votre attachement à Paris? Je crois que vous partagez entre Nice et Paris, hein? Non. Oui, je réside avec ma famille à Nice, et donc je suis une semaine à Paris et une semaine à Nice. À Nice, puisque à Villeneuve-Loubet, nous avons un établissement secondaire qui met en page et fabrique le magazine Plume, oui. qui est un trimestriel, et ainsi que nos brochures. Donc une forte activité aussi à Villeneuve-Loubet, ce qui fait que je me partage entre les uns et les autres. Et beaucoup de projets. Qu'est-ce qui vous agace à Paris? Est-ce qu'il y a une chose qui vous agace?
Le temps. Le temps par rapport à la Côte d'Azur. Mais non, je pense que les transports, ça se passe bien. Non, il n'y a pas grand-chose qui m'agace. Votre activité, elle vous amène à beaucoup voyager. Est-ce que vivre ailleurs, dans un autre pays, ça aurait pu être quelque chose que vous auriez envisagé à un moment? J'ai fait une expérience pendant un certain temps. Non, je crois que on vit dans le plus beau pays du monde et je crois que j'irai pour rien vivre ailleurs. J'ai visité à peu près tous les pays, mais je crois que vivre en France et vivre sur la Côte d'Azur, on fait quand même partie des privilégiés. Des privilégiés. Merci Gérard Lhéritier. Paris est à vous.